décidé de changer un tout petit peu les thèmes de nos séminaires, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a moins de monde que d'habitude, parce qu'on a du mal à faire passer le message que l'informatique médicale fait partie intégrante de la santé publique. C'est un message qui passe mal, en particulier à cause de moi. Puisque quand je suis arrivé à Bordeaux il y a 150 ans, je venais de l'informatique médicale. Je passais mes nuits à l'époque à travailler sur des contrôles data par 1600 en carto et tout. Ça m'a tellement dégoûté qu'en arrivant à Bordeaux, j'ai dit que je ne veux plus entendre parler d'informatique. Et on a fait des épidémiologues de la santé publique. Mais quand même, on se rend compte de plus en plus, et Brigitte, que je vais vous présenter, vous en parlera mieux que moi, qu'actuellement, c'est une discipline qui revient, alors qu'elle a été au début, qu'ensuite elle n'a plus été, mais quand même elle revient comme une arme importante de la santé publique en général. Donc on a voulu mettre quelques séminaires sur ce thème. Malgré les réticences de Carole Dufouille, on a réussi quand même à faire passer ce message. Et on a invité Brigitte. Brigitte est aussi à une double formation, une formation scientifique, elle est centralienne, et une formation médicale à la médecine. Elle est maître de conf, je ne sais pas dans quelle fac, dans une fac parisienne, dans un CHU, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facs, et elle est surtout très impliquée et conseillère au ministère de la Santé, dans tout ce qui est DMP, tout ça, elle a une grande expérience. Donc on la remercie d'être venue, surtout qu'elle a peu de temps, donc elle ne fait pas de tourisme, et elle va vous parler de ce qu'elle veut. Je ne me rappelle plus de quoi elle va vous parler. Après, vous pourrez poser des questions. Merci beaucoup. D'abord, comme c'est l'usage, je vais remercier vraiment profondément l'organisateur, en tout cas Roger Salamon, qui m'a invité à présenter un ensemble de travaux relatifs à l'utilisation des systèmes d'information en santé. Donc en fait, là je suis là avec une double casquette, puisque comme il l'a dit, je suis chargée de mission à la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère de la Santé. Je vais localiser cette délégation dans la nébuleuse des structures du ministère de la Santé, mais également, comme il a dit, donc, maître de conférence à l'UPLC, donc l'Université Paris 6, et praticien hospitalier à la santé publique. Et pour l'étiquette recherche, je suis pour l'INIX. L'INIX, c'est le laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé. Alors, juste pour commencer, donc j'ai un œil au beurre noir aujourd'hui. Mon mari vous fait dire qu'il ne me bat pas. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une femme battue, mais plutôt une femme qui bat. Donc je préfère le dire parce que comme je sais que quand on me regarde, j'ai vraiment un focus sur la joue, là comme ça, c'est évacué. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que donc, la présentation et ces éléments de contenu ne représentent que ma vision des choses. En aucun cas, ça engage la délégation à la stratégie des systèmes d'information, ni même le ministère de la Santé. Et je déclare par ailleurs n'avoir aucun conflit d'intérêt, même si aujourd'hui on est le 1er avril, c'est tout à fait vrai. Donc la santé en quelques chiffres, assez rapidement, donc l'offre de soins, donc vous connaissez par cœur, 1,2 million de professionnels de santé, essentiellement des auxiliaires médicaux, 22 000 pharmacies, 1000 laboratoires de biologie, 3 000 établissements de santé, 26 agences régionales de santé, ARS, devenues 17 depuis la réforme territoriale qui s'est appliquée au 1er janvier 2016. Donc les dépenses de santé, 240 milliards d'euros, mais 2 à 3 milliards seulement, c'est-à-dire 1% des dépenses de santé qui sont allouées au système d'information, ce qui n'est pas beaucoup, même si une croissance est prévue de 15 à 30% par an, elle reste encore assez mineure. Donc le contexte général, qui est un contexte épidémiologique, donc qui vous est tout à fait familier, c'est l'augmentation de la consommation de soins, et ça provient d'un certain nombre de faits, le vieillissement de la population, la croissance des maladies chroniques et l'augmentation des patients polypathologiques, ce qui fait que la prise en charge des patients devient de plus en plus complexe, puisqu'elle est à la fois plurielle, pluriprofessionnelle et sanitaire et sociale. Donc tout ça dans un contexte de restriction budgétaire, qui finalement installe le virage numérique et la promotion de la e-santé comme un levier d'innovation et d'efficience, porteur de certaines promesses de qualité et de sécurité des soins. Alors, e-santé, m-santé, télésanté, tout ça, ça fait plein de termes qui finalement n'ont pas strictement la même définition, même si en fait ces définitions qui ne sont pas tout à fait identiques seront différentes avec chaque interlocuteur que vous allez rencontrer.
Donc moi j'ai pris le parti de vous donner la vision du CNOM, donc pour le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc la e-santé est désormais donc la M-santé. Ce sont des outils qui permettent finalement de mettre en œuvre des démarches médicales ou en tout cas médico-sociales simplement pour améliorer la qualité et la prise en charge des patients. Donc en fait la e-santé c'est quelque chose qui va concerner les systèmes d'information de santé, que ce soit à l'hôpital ou chez le praticien en médecine de ville, mais ça inclut également tous les systèmes d'information de vigilance, les systèmes d'information d'orientation. Donc la vigilance, c'est tous les lanceurs d'alerte par exemple, et puis les systèmes d'information d'orientation, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle Via Trajectoire, qui permet d'orienter en SSR des patients qui sortent de l'hôpital. Donc la télésanté, c'est des services de santé en gros en ligne, tout ce qui concerne l'information médicale, la formation médicale, les réseaux sociaux, mais les jeux sérieux également. Et puis on a la télémédecine qui est en fait assez bien spécifiée par un décret qui est finalement assez contraignant et qui va évoluer pour être plus lâche. Et puis la M-santé, c'est tout ce qui est objets connectés, capteurs, textile intelligent, etc. Et j'ai mis également la robotique. Enfin j'ai mis, le CNOM a mis et je pense qu'il faut le mettre. Alors, en 2013, la ministre a dévoilé les orientations d'une stratégie nationale de santé, que vous connaissez sans doute, puisque Geneviève faisait partie du comité des sages qui a participé à l'élaboration de ces stratégies nationales de santé. Donc le constat, c'est celui qu'on a fait précédemment, un système de santé non adapté à la prise en charge des patients qui sont de plus en plus souvent atteints de maladies chroniques, et puis des obstacles financiers à l'accès aux soins, et donc de forts enjeux économiques à régler. Alors, ces orientations, en fait, elles se sont découpées en 3 axes. Faire le choix de la prévention et agir sur tout ce qui a une influence sur la santé, organiser les soins autour des patients avec la révolution du premier recours et la médecine de parcours, et puis approfondir, promouvoir, renforcer la démocratie sanitaire. Parmi l'axe 2, il y avait un petit volet qui s'intitulait « S'appuyer sur les technologies de l'information et la communication ». Et donc on en revient à cette e-santé et à l'usage des outils numériques en santé. Alors, petit point d'abord pour savoir de quoi on parle et qui pratique cette gouvernance des systèmes d'information de santé. Alors au niveau le plus haut, on va dire, de l'État, en fait il y a un pilotage qui est unifié, renforcé et identifiable. En effet, la e-santé est sous la responsabilité du secrétaire général des ministères sociaux. Donc c'est lui, en fait, qui a sous son périmètre la e-santé. Il est aidé pour ça de cette structure à laquelle j'appartiens, la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé. C'est une structure légère, on est en fait une 12aine, et en gros, on a pour mission, outre le fait de conseiller en termes de stratégie, d'assurer également le pilotage, l'animation et la coordination, parce que vous allez voir, il n'y a pas que là qu'on parle de e-santé, il y a plein d'endroits qui pratiquent également ce genre d'activité. Alors, parmi ces lieux, il y a les directions métiers du ministère, donc la direction générale de l'offre de soins, la direction générale de la santé, la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la sécurité sociale. Elles ont, toutes ces directions, une compétence en matière de système d'information dans leur périmètre d'activité. Et puis, il y a une coordination évidente avec l'assurance maladie et la CNSA, c'est-à-dire la Caisse nationale de solidarité, le A, j'ai un peu oublié, mais disons que c'est social. Et en fait, on est bien sûr en interaction forte avec ces structures-là. En fait, si on regarde un petit peu la nébuleuse des structures au sein du ministère qui vont traiter de e-santé, donc il y a le secrétariat général, il y a aussi le cabinet de la ministre, et puis DGOS, DSS, DGS, DGCS, la D6, donc la délégation, et puis la Caisse nationale d'assurance maladie et la CNSA. Mais en fait, il y a bien sûr beaucoup d'autres acteurs. En particulier, il y a 2 opérateurs complémentaires qui sont sous tutelle de l'État, qui sont l'ASIP Santé et l'ANAP. Donc l'ASIP Santé, c'est l'Agence des systèmes d'information partagés en santé. Son rôle, c'est d'être finalement la maîtrise d'ouvrage des programmes nationaux, mais aussi
aussi de favoriser les usages des technologies d'information et de la communication, de favoriser le déploiement de la e-santé et, pour cela, de développer les infrastructures nécessaires. L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance. Donc, son objectif, c'est d'améliorer l'efficience des hôpitaux et des établissements de santé en général, médico-sociaux. Et elle accompagne un certain nombre de programmes nationaux, en l'occurrence le programme Hôpital numérique et le programme Territoire de soins numériques, on reviendra dessus. Donc je les ajoute, et puis finalement, ça commence un peu à complexifier la fiche d'image, mais ce n'est pas terminé, puisque toutes ces structures-là travaillent en bonne intelligence avec l'ensemble des ARS, donc 17 aujourd'hui. Ces ARS travaillent aussi avec leur maîtrise d'ouvrage régionale, que sont les GCS, beaucoup d'opérations sanitaires qui sont spécialisées en e-santé, et on ne pourrait bien sûr pas faire sans les acteurs de terrain, c'est-à-dire les établissements de santé, mais également l'ensemble des médecins libéraux. Donc en gros, ce n'est qu'un aperçu, c'est naviguer les choses, mais disons que ça fait quand même beaucoup de gens qui sont concernés par la e-santé, qui font de la e-santé, qui doivent en assurer la promotion, et qu'il faut donc coordonner, piloter, pour que ça soit efficace et que ça ait un impact au niveau de la qualité des soins. Alors, au niveau de la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, la D6, il y a un certain nombre d'orientations prioritaires qui sont travaillées, qui sont mises en avant, et je vais en faire la liste, et puis après on verra comment elles se projettent dans des projets nationaux. Alors, la première orientation prioritaire, c'est-à-dire ce sans quoi on ne pourrait pas aller plus loin, ni envisager quoi que ce soit en termes de e-santé, c'est la dématérialisation des données de santé et l'informatisation des processus. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le zéro papier, mais bon, c'est pas évident, hein, parce qu'il ne suffit pas de prendre le contenu du papier et de le mettre sur un ordinateur pour avoir la dématérialisation, en tout cas pour avoir une dématérialisation qui est efficace et qui pourra tirer profit justement de cette information. Donc il faut réfléchir à comment structurer cette information, comment la coder pour qu'elle soit exploitable par des systèmes et comment faire en sorte qu'effectivement elle soit mise à disposition de tous les acteurs de la prise en charge. Donc ça passe par le développement des systèmes d'information hospitaliers, et ça c'est traité dans le programme Hôpital numérique, et ça passe aussi par la modernisation du poste de travail du médecin libéral, puisqu'il est en interaction forte avec l'hôpital, puisqu'on est dans une médecine de parcours où ville et hôpital doivent communiquer dans une approche centrée patient et au bénéfice du patient. Alors une fois qu'on a dématérialisé, on a déjà commencé à l'envisager, on doit parler d'échange et de partage. Échange et partage d'informations dans le cadre des parcours. Donc l'outil d'échange, c'est la messagerie sécurisée. Donc c'est une messagerie comme d'habitude, on va dire, sauf qu'elle a des critères particuliers qui font qu'elle est sécurisée. Et puis, des outils de partage, c'est tout ce qui est dossier commun, dossier médical commun, parmi lesquels le dossier médical partagé, ou DMP, le dossier pharmaceutique également, mais aussi le dossier de cancérologie communicant, le DCC, qui a été présenté à un moment donné comme le volet cancérologique du DMP, mais qui prend son indépendance aujourd'hui, on va voir pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a dématérialisé, qu'on a des outils pour échanger, partager, il faut que les traitements de ces informations et les outils sur lesquels ces traitements s'appuient soient de bonne qualité. Donc il y a des démarches de qualité des applications de santé, que ce soit une certification ou une labellisation. Par exemple, pour ce qui est des logiciels d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation, il y a une démarche de certification qui est conduite par la Haute Autorité de Santé. Et pour ce qui est de la qualité des systèmes d'information hospitaliers dans le cadre du programme Hôpital numérique, on parle plutôt de labellisation des applications de production de soins. Ensuite, il y a aussi des travaux à réaliser sur la confidentialité et la sécurité des données, puisque sans transparence, il n'y aura pas de confiance et on ne pourra pas progresser. Donc il y a des structures qui travaillent sur la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, la PGSSIS, et donc qui propose des solutions pour l'identifiant national de santé, pour des référentiels d'authentification, pour des critères de qualité des hébergeurs de données de santé, pour l'environnement qualitatif aussi du passage du papier au numérique avec
garanties sur la valeur probante des données de santé numérisées, et donc la DSI s'est engagée sur ces sujets-là avec la DSI Santé. Il y a aussi dans les orientations prioritaires la promotion d'organisations collaboratives. Il faut maintenant travailler ensemble. On n'est plus tout à fait dans un colloque singulier avec un patient et un médecin. On est plusieurs à prendre en charge un même patient. Il faut se coordonner. Il faut que la continuité des soins soit garantie parce que le patient passe de l'un à l'autre, de la ville à l'hôpital, ou d'un spécialiste à un autre spécialiste, ou médecin traitant à l'hôpital, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. La télémédecine, les objets connectés, les groupements hospitaliers de territoire, et essayer aussi de travailler sur cette dimension-là. Une autre action prioritaire, c'est des travaux qui sont en rapport, donc on l'a vu, c'est le troisième axe de la stratégie nationale de santé sur le patient empowerment, c'est-à-dire donner au patient le contrôle de sa prise en charge, en tout cas de participer à part entière à l'équipe de soins, et de faire en sorte qu'effectivement il est acteur de sa prise en charge, puisqu'il y a des études qui ont montré que le patient engagé dans sa prise en charge était un patient observant et que la qualité des soins était améliorée. Donc, il y a des travaux pour une démocratie sanitaire renforcée avec, en premier lieu, un service public des informations de santé qui travaille à la publication d'une base de données de médicaments, à la publication d'un site d'information pour les personnes âgées et des tas de sites d'information qui permettent d'aider. La démocratie sanitaire, ça va bien sûr plus loin que de mettre à disposition d'informations qui est qualifiée, on va dire, par l'institution qui la publie. Mais disons que pour l'instant, ça commence comme ça. Il y a des travaux qui sont réalisés avec le collectif interassociatif et des associations de patients, le CIS, au niveau du ministère. Alors, les autres actions, c'est d'aller aussi vers l'amélioration de ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire de rendre les patients plus familiers avec tout ce qui est informatique de santé, etc. Donc, une des choses qui est en promotion également, c'est de donner aux patients l'accès à leurs données personnelles de santé. Donc, c'est l'équivalent d'un Blue Button à la française. Donc, le Blue Button, c'est une initiative qui vient de l'administration des vétérans aux États-Unis. Et ça a été suivi au niveau de l'ensemble du territoire des États-Unis avec un certain nombre de gros réseaux de prise en charge hospitalière, genre Kaiser, Permanente, etc. Donc en gros, quand on arrive dans une structure de prise en charge, il y a en général des portails qui sont ouverts aux patients, et puis il y a un gros bouton bleu où on clique simplement et on peut télécharger sur un support propre, les USB, ce qu'on veut. On peut télécharger ces données et après aller avec sa clé et puis proposer à n'importe quel intervenant, un médecin de ville, une autre structure de soins hospitalière, ces données pour pouvoir améliorer sa prise en charge. Alors, vous voyez bien qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce Blue Button là, puisque effectivement, ça veut dire que les établissements aux États-Unis sont en silo, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas les uns avec les autres, et finalement on utilise le patient avec le Blue Button pour aller d'un vers l'autre. Alors c'est en train de s'améliorer puisqu'il y a aussi, dans le cadre du Meaningful Use, que vous connaissez peut-être aussi, c'est une initiative nationale au niveau des États-Unis qui consiste à promouvoir les échanges entre les établissements de santé avec des formats d'interopérabilité qui sont promus, mais n'empêche qu'en attendant, ce n'est pas très opérationnel et que le Blue Button est une occasion de faire communiquer finalement ces différentes structures via le patient qui est porteur de ces données. Et puis l'éducation thérapeutique, bien entendu. Alors, troisième volet des orientations prioritaires, c'est l'exploitation des données de santé. Donc, dans le cadre de l'amélioration des pratiques, avec des logiciels d'aide à la prescription, aide à la dispensation, qui sont donc certifiés HAS, et puis des systèmes d'aide à la décision médicale, donc c'est beaucoup plus large. L'amélioration du pilotage, notamment des politiques de santé publique, et un exemple, c'est le composant national de l'INCA. Donc, le troisième plan cancer met en place ce composant national qui a pour vocation, une fois que les documents du parcours en cancérologie seront structurés, d'extraire les données de ces documents structurés pour faire une grosse base de données nationale à visée d'analyse épidémiologique et de pilotage des politiques de santé publique, en complément des registres qui vont avoir effectivement une granularité beaucoup plus fine et une qualité beaucoup plus bien meilleure, qualité des données recueillies. Et puis donc aussi l'exploitation des données de santé pour
amélioration, on va dire plutôt rajouter une dimension à la recherche avec des analyses un peu différentes sur la base de données réutilisées de la production de soins par exemple. Alors, tout ça pour aller vers la construction d'entrepôts de données structurées et codées. Et donc, j'en reviens à mon premier point sur la dématérialisation des données de santé. Il faut bien assurer l'interopérabilité technique, c'est-à-dire faire des morceaux identifiés par un modèle de structure de données. Donc, la petite prise qui s'emboîte bien, ça, on est dans l'interopérabilité technique, je dirais syntaxique, c'est-à-dire qu'on a bien les morceaux qui vont ensemble. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est l'interopérabilité sémantique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien les cases qui vont bien et qui se matchent au niveau de la structure, il faut que le contenu, en fait, il soit aussi pareil, en tout cas, qu'ils puissent se parler ensemble, et donc de faire en sorte qu'il y ait un codage sémantique des éléments structurés pour l'interopérabilité technique. Donc voilà, donc là, je pense que ça parle bien, c'est quand on dit plante, effectivement, il faut bien coder le terme plante pour que le sens qui est derrière, ça veut bien dire la même chose dans les deux systèmes, puisqu'on est au niveau des systèmes. Alors, comment est-ce que ça se passe? On a plein d'orientations, entre guillemets, prioritaires, qu'il faut faire avancer en parallèle, de façon à recueillir les fruits de tous ces développements. Donc, il y a une première étape qui est pragmatique, ça a été de dire, ok, on a l'habitude finalement de parler en langue, on ne peut pas du jour au lendemain faire des cases avec des codes, donc on va prendre les documents support de la coordination des soins, il y en a un certain nombre qui ont été identifiés, et puis on va les structurer et les coder. Donc ça c'est fait pour le volet de synthèse médicale. Ce volet de synthèse médicale, c'est un résumé structuré de l'état d'un patient qui lisse un certain nombre d'informations structurées, codées, les antécédents, les allergies, les contre-indications, les pathologies courantes, les traitements en cours. C'est la responsabilité du médecin traitant de remplir ce volet de synthèse médicale, au moins une fois par an, mais plus si nécessaire, si l'état de santé du patient évolue. C'est inclus dans la ROS, donc la rémunération sur objectif de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a une incitation financière pour les médecins traitants à faire ce volet de synthèse médicale. Il a pour ambition d'être poussé dans le DMP, dossier médical partagé. Alors, je vous ai mis rapidement l'origine de la création de ces documents-là. Donc, d'abord, il y a un travail de la HAS sur le contenu, de quoi on parle dans ce volet de synthèse médicale. Et puis, une fois que le contenu est spécifié par la HAS, avec une approche à la HAS, c'est-à-dire l'étude documentaire de ce qui se fait ailleurs, la synthèse, un groupe de travail qui valide et un groupe de lecture qui valide. Une fois qu'on a validé le contenu d'un point de vue métier, après, il est techniqué, ce contenu métier, par la ZIP Santé, qui va, conformément au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, qui est un cadre un peu général d'interopérabilité, caractériser ce contenu métier en termes de technique, afin que les éditeurs puissent intégrer ce document-là avec sa structuration et son codage dans leur offre logicielle et que les médecins les utilisent. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a PPS, donc Programme Personnalisé de Soins, voire de santé. On dit plutôt de santé dans le projet PAERPA et on dit plutôt soins en cancérologie. Donc c'est pareil, on structure métier, on passe à la ZIP qui technique. Il y a le compte-rendu d'hospitalisation qui est renommé par l'article 94 de la nouvelle loi lettre de liaison. Pareil, il y a un contenu et ça passe à la ZIP Santé. Et puis il y a la fiche RCP. Donc vous savez que en fait, toute décision de prise en charge des cancers se fait au niveau d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans cette réunion de concertation pluridisciplinaire, on présente le cas, on discute le cas, plusieurs spécialités pour que effectivement on soit en position de garantir que la solution qui est proposée aux patients est la meilleure des solutions. Parce que vous savez qu'avant le plan cancer et avant ces réunions de concertation pluridisciplinaire, quand on avait un cancer et qu'on allait voir un radiothérapeute, on avait une radiothérapie. Quand on allait voir un chirurgien, on avait une chirurgie. Et quand on allait voir un oncologue, on avait une chimiothérapie. Donc là, en fait, l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble autour du patient et de faire en sorte que chacun intervienne pour apporter sa pierre à l'édifice qui est un plan de soins optimisé pour le patient et plus pour la spécialité. Donc, au niveau de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, eh bien, il y a une fiche qui
RCP, qui est la première pierre de la construction du composant national, puisque toutes les informations seront structurées, donc exploitables, par cette base de données qui sera à construire. Alors, donc, une fois que j'ai présenté les objectifs prioritaires, puis les documents supports qui vont être finalement les ingrédients des différents programmes, je vais rapidement parcourir les programmes nationaux qui visent à opérationnaliser sur le terrain et avec les acteurs de terrain cette stratégie e-santé. Donc le premier programme, c'est le programme Hôpital numérique. Il est porté par la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins. Il a commencé en 2012 et il doit se terminer en 2017. L'objectif de ce programme, c'est d'aider les établissements de santé à atteindre un certain niveau de maturité en termes de système d'information. Donc, en fait, c'est quoi ce niveau de maturité? C'est de faire en sorte qu'il y ait possibilité de partager d'échanges d'informations au sein de l'établissement et qu'il y ait une amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que de la performance dans des domaines fonctionnels. Tous les établissements de santé ne sont pas éligibles à cette aide, qui, on va le voir, est une aide financière. Il faut d'abord faire la preuve du fait qu'on satisfait déjà les prérequis. Donc les prérequis, c'est d'avoir un système d'information, c'est-à-dire pas de partir de zéro. Il faut déjà être équipé d'un système d'information qui va gérer les identités, c'est-à-dire un identifiant patient, qui va gérer les mouvements, c'est quand il est dans tel service et quand il est dans un autre service, qui va faire la preuve d'être relativement fiable, qui va être disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de fonctionnement, et garantir la confidentialité. Donc tout établissement de santé qui vérifie ces prérequis est éligible au programme Hôpital numérique pour arriver à un certain niveau de maturité qui est décrit par un certain nombre de domaines fonctionnels. Ce qui est c'est d'avoir sur son système d'information les résultats d'imagerie, de biologie, d'anatomie, de pathologie, d'avoir un dossier patient informatisé, d'avoir une prescription électronique informatisée, d'avoir programmation des ressources, c'est-à-dire en fait le bloc opératoire, les rendez-vous, l'agenda du patient, et puis d'avoir un pilotage médico-économique. Alors, ces objectifs sont quantifiés par les indicateurs. Alors la DGOS, elle a voulu que ces indicateurs soient applicables, mesurables et atteignables. Enfin, il y en a quand même 150. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Je vous ai mis ceux du DMP, puisqu'on va parler du DMP tout à l'heure. Donc en fait, ça fait partie des indicateurs du programme Hôpital numérique. Donc je vous ai mis la source si vous voulez avoir l'ensemble des... Mais disons, c'est ça. En gros, pour évoluer vers le palier de maturité attendu, il faut avoir un pourcentage de conformité de cet ensemble d'indicateurs. Donc, en fait, ce programme Hôpital numérique, donc depuis 2012, il y a un ancrage institutionnel des systèmes d'information hospitaliers qui est de plus en plus fort. Pourquoi? Eh bien, on voit bien que l'intégration du programme s'est faite au niveau des politiques régionales, puisque c'est inscrit dans les EPOM des ARS, que les ARS signent avec les établissements de santé. C'est aussi intégré dans la V2014 de certification des établissements de santé, puisqu'il y a 30 indicateurs dans le thématique. C'est aussi intégré dans le programme IFAC. Alors, tous les établissements de santé ne participent pas à ce programme IFAC. IFAC, c'est intéressement financier à l'amélioration de la qualité. C'est le fait d'être à un certain niveau des indicateurs IPAX et d'améliorer ces indicateurs IPAX. Donc là, il peut y avoir aussi des financements sur les établissements de santé et on a mis dans les critères qui valident cette amélioration des critères du programme Hôpital numérique. Ensuite, on a parlé de financement. Donc en gros, c'est un plan de financement spécifique de 400 millions d'euros sur 5 ans. C'est quand même conséquent. On obtient le soutien financier si déjà on est conforme aux prérequis et si on atteindra la cible en termes d'exigence avec finalement un financement qui est garanti par l'usage. C'est-à-dire il ne suffit pas de dire on va y aller, on va le faire. C'est toujours aussi un peu dans l'esprit du use. C'est si on fait la preuve par l'usage qu'effectivement ces outils, on les a mis en place et qu'on les utilise, on a le financement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin 2015, donc il y a 3 mois, il y avait 600 établissements financés sur 23 régions
Donc bon, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Alors un autre programme national de opérationnalisation de la stratégie e-santé, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc c'était un projet qui était à la main de la santé jusqu'à récemment, qui va passer dans le giron de la CNAM avec le DMP. Donc en gros, cette messagerie sécurisée, c'est un concept connu, hein, la messagerie, on voit bien ce que c'est, sauf que là, elle est sécurisée, c'est-à-dire qu'il y a un espace de confiance qui va permettre de garantir la confidentialité des échanges, l'intégrité des échanges, sur la base d'une authentification forte de ceux qui envoient et ceux qui reçoivent. Donc il y a un accompagnement par la santé encore aujourd'hui, puisque le passage de témoins à la CNAM ne s'est pas encore réalisé. Et on voit bien qu'il y a 1400 établissements qui se sont inscrits dans la démarche, donc presque 50%. Il y en a 1000 qui ont signé la lettre d'engagement, c'est plusieurs étapes. Il y en a 800 qui ont débuté le projet, et puis finalement, il n'y en a que 450 qui correspondent à des domaines de messagerie sécurisée déclarés. Donc, bon, ça démarre bien, mais ça démarre. Alors, des boîtes aux lettres principalement pour les médecins, parce qu'on voit que dans la messagerie sécurisée, il y a un travail sur les établissements de santé, mais aussi sur la ville. Et en ville, on voit que c'est surtout les médecins qui, finalement, se sont équipés de boîtes aux lettres MS Santé, c'est-à-dire qui sont conformes à la messagerie sécurisée. Alors, le point en fait, central, en tout cas moi qui me tient à cœur, c'est le DMP. Donc c'est un autre programme national d'opérationnalisation de la stratégie santé. Donc le DMP, donc vous savez que ce DMP, dossier médical aujourd'hui partagé, a été auparavant personnel et finalement a fait l'objet quand même de déferlements médiatiques, pas forcément toujours positifs, et a été très critiqué. Donc là je vous mets pour vous faire sourire comment finalement le monde santé à un moment donné a dit le dossier médical personnel très mal ficelé, le dossier médical personnel ne décolle pas, coûte très cher, le dossier médical personnel 500 millions d'euros pour un dispositif encore peu utilisé. Donc en 2012, alors il se trouve que c'est l'année où je suis arrivée à la D6, on était au plus bas du plus bas sur le DMP. Donc je fais un petit rappel de l'historique. Donc en 2004, il y a eu création du DMP par la loi du 13 août 2004 avec une ouverture du premier DMP en 2007. En fait, en 2005, pour favoriser cette ouverture en 2007, il y a eu une création du GIP-DMP, des expérimentations en 2006, et puis en 2007, l'ouverture du premier DMP. Ce premier DMP, il était personnel, il était régional, et en fait, assez mal fichu, puisqu'il y a eu vraiment des craintes sur la confidentialité des données, et un recul du projet jusqu'à son arrêt. En 2009, il y a eu une relance du DMP qui était toujours personnel, mais qui était national. Donc on n'était plus au niveau des régions, il y avait un DMP centralisé, national, et donc relancé par la loi du 21 juillet 2009, cette loi qui annonçait également la création de l'asile santé pour prendre en charge ce projet de DMP national. Dès 2011, il y a eu ouverture possible, c'est-à-dire que l'objet technique était fonctionnel, ouverture possible de DMP, en particulier avec 4 régions pilotes identifiées pour lesquelles il y avait un accompagnement particulier et il y avait une promotion particulière. En 2012, même si le dispositif est techniquement opérationnel sur toutes les régions, que l'ensemble des logiciels métiers, c'est-à-dire les logiciels de gestion de cabinet au niveau de la ville, étaient à 100% DMP compatibles, c'est-à-dire que les éditeurs avaient fait le travail d'intégrer l'interopérabilité avec le DMP dans leurs outils métiers. Et là, on se rend compte que finalement, il y a une très mauvaise appropriation par les professionnels de santé de l'outil. Puisque, en gros, en 2012, alors qu'on devait en avoir 5 millions, on en a 180 000 ouverts. Donc là, à nouveau, déferlement, en 2012, il faut repartir de zéro, il faut tout effacer, il faut tout jeter, etc. Et donc là, il y a eu une période un petit peu de vague. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, on regarde pas, on regarde même, mais on l'appelle différemment, enfin bon, toutes ces choses-là. Et puis finalement, la ministre a dit, ok, on va faire un DMP de nouvelle génération. On a commencé par appeler le DMP de D'accord. Mais, pardon. Quoi? Bon. Alors,
Bon, je vous passe les détails, groupe de travail, comment est-ce qu'on le fait évoluer, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on retire, comment est-ce qu'on travaille avec les médecins libéraux qui étaient quand même relativement contre, comment est-ce qu'on travaille avec les hôpitaux, comment est-ce qu'on fait, enfin bon, 2 ans. 2 ans, et puis finalement, il y a eu vraiment une volonté au niveau du cabinet de prendre l'outil existant et de l'améliorer pour essayer de répondre aux demandes qui avaient été perçues comme étant exprimées au niveau des groupes de travail. Et donc là, je vous en fais un peu la liste pour comment est-ce que finalement ce DMP, qui était faiblement créé, puisque 180 000, c'était pas beaucoup, et en plus pratiquement généralement vide, comment est-ce que on a envisagé un plan d'action pour faire en sorte que, 1, soit plus vide, et puis 2, qu'il y en ait quand même plus en plus. Alors, il faut savoir quand même que pendant ces 2 ans de travail, avec les groupes de travail, c'était les syndicats de médecins libéraux, c'était les représentants des fédérations hospitalières, c'était les urgentistes, mais aussi les cancéros. Enfin, on a vraiment brassé le plus large possible les patients, etc., la pharmacie avec les DP, enfin tout. On a vraiment beaucoup organisé de réunions de travail, les gens ont posé sur la table, etc. Ça s'était quand même beaucoup tempéré. Parce que c'est vrai qu'en 2012, il y avait une guerre contre le DMP, et puis en 2013, 2014, en gros, il y avait quand même des gens qui disaient finalement on en a besoin, quoi. Alors qu'avant, on le subissait. Alors. Donc, pardon, voilà, je ferai une petite vanne après. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on allait remédier à la faible appropriation par les professionnels de santé? Déjà, en fait, nous, les médecins nous disaient, attendez, le DMP, le dossier médical personnel, les patients sont occupés, les personnels, c'est à eux. Donc nous, en fait, on veut bien comme ça, mais satellite, voir ce qu'il y a dedans, éventuellement mettre quelque chose, mais en fait, c'était pas dans leur périmètre, puisqu'il était personnel, ce dossier médical. Donc déjà, on a dit, non, il n'est pas personnel, il est partagé. Il est partagé entre les acteurs de la prise en charge, certes, au bénéfice du patient, mais il est partagé. Ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte d'amorcer une appropriation qui est un peu débutante et un peu faible? On décide qu'il va y avoir des incitatifs financiers à ceux qui vont s'en servir. Donc le DMP va être inclus dans la ROSP, il est déjà inclus dans le programme hôpital numérique, vous l'avez vu, et il est inclus aussi dans la certification V2004. Donc, on essaye d'amorcer le processus. Ensuite, comment est-ce qu'on peut répondre au faible taux de création? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, en fait, pour le nouveau, avec la nouvelle loi de santé, le DMP pourra être créé par le patient lui-même. Parce que ce qui nous avait été opposé, c'est que les médecins disaient ça prend un temps dingue de créer un DMP, c'est pas du temps médical, nous on n'a déjà pas le temps pour faire de la médecine, on ne va pas faire des tâches administratives qui ne sont pas rémunérées, et puis qui servent à rien, en gros, deux. Donc en gros, si on fait créer par le patient lui-même les DMP, il n'y aura pas la problématique de la création. Et donc, une des voies qui est envisagée, c'est créer via le compte Amélie. Donc, chaque bénéficiaire d'assurance maladie pourra créer via son compte Amélie son DMP, avec une campagne de communication, bien sûr, qu'il faudra mettre en place, puisqu'il faut accompagner l'appétence vers le DMP, à quoi ça sert, quelles sont les fonctionnalités, voilà. Donc, la moitié des DMP sont vides. Pourquoi? En fait, l'essentiel des DMP qui étaient créés, avait été créé au cours d'une hospitalisation. C'est-à-dire que c'était en fait l'admission des établissements de santé. Aux admissions, on créait une DMP pour les gens qui venaient se faire hospitaliser. On disait, vous venez vous faire hospitaliser, est-ce que vous voulez créer un DMP? Et les gens expliquaient plus ou moins, ils disaient oui, ok. Donc on créait une DMP, puis comme il y avait toujours quelqu'un qui accompagnait la personne qui venait se faire hospitaliser, on lui demandait, est-ce que vous voulez vous aussi un DMP? Et la personne elle disait oui. Total, à la sortie, il y avait un truc dans le DMP du patient qui s'était fait hospitaliser, puis il n'y avait rien dans le DMP de la personne qui avait accompagné celui qui s'était fait hospitaliser. Donc en gros, c'est comme ça qu'on a observé que la moitié des DMP étaient vides, puisqu'en gros, c'était des gens qui étaient satellites, qui venaient comme ça et à qui on avait ouvert des DMP. Alors, là, l'idée, c'est d'alimenter dès sa création le DMP par l'historique des remboursements. Donc l'historique des remboursements, c'est un téléservice de la CNAM qui liste tous
donner lieu à un remboursement. Donc c'est un truc super riche. On va voir, j'ai les copies d'écran, vous allez voir, c'est quand même très intéressant pour un professionnel de santé d'avoir accès à ce genre d'informations. Alors le socle d'information, alors autre chose, c'est ce qu'on a, on nous avait dit aussi, mais nous, on ne sait pas ce qu'il faut mettre, donc du coup on ne met rien. Donc là, en gros, dans la loi, on va préciser quel est le socle d'information qui est utile à la coordination des soins, et en jouant sur un jeu donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on voudrait que le DMP contienne le volet de synthèse médicale, donc c'est le médecin traitant qui le fait, qui le donne aux autres. On voudrait qu'il y ait le compte rendu d'hospitalisation, la lettre de liaison, c'est l'hôpital qui le fait et qui le donne aux autres. L'hôpital est content d'avoir le volet de synthèse médicale, le médecin traitant est content d'avoir le compte rendu d'hospitalisation. Il y a aussi le dossier de liaison des urgences. Donc ça, c'est l'équivalent du volet de synthèse médicale, mais pour les patients qui sont en EHPAD et qui sont souvent indûment amenés aux urgences. Pareil, ici, les urgences, les urgentistes, quand ils voient le DLU qui est accessible, eh bien, ils ont une meilleure prise en charge de la personne âgée qui arrive aux urgences. Alors, le DCC, donc le dossier cancérologie communicant, donc ça c'est pareil, pour ces produits en général, puisque la fiche RCP, elle est quand même plus probablement hospitalière, ça donne une information pour le médecin traitant qui a la ville aussi. La biologie, en gros, la biologie, elle est envoyée, les résultats de biologie sont envoyés aux prescripteurs et aux patients. Mais en fait, le prescripteur peut ne pas être le médecin traitant, alors qu'il a besoin de ces informations, et il n'est jamais en général, enfin, si ça peut arriver, mais rarement l'hôpital, et qui a aussi besoin des résultats. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui arrive avec son DLU et ses comptes rendus de biologie, aux urgences d'un hôpital, c'est quand même mieux que quand elle arrive sans. Et puis les médicaments, c'est-à-dire le lien avec le dossier pharmaceutique. Donc ça, je rappelle, le dossier pharmaceutique, c'est la liste de tous les médicaments qui ont été achetés, pas forcément pour la personne, et en donnant sa carte vitale. Donc l'automédication n'est pas développée, et puis il y a des choix, des choses qu'on achète pour d'autres. Alors, on a gardé la gestion d'autorisation des accès par le patient, parce qu'il y a un petit bout personnel quand même qui est resté, et puis de toute manière, le DMP, c'est quand même un outil qui doit garantir les droits des patients. Donc c'est eux qui vont dire j'autorise ce médecin à accéder à mon DMP, je n'autorise pas celui-là. Il y a les droits de masquage, donc ça avait un truc qui avait crispé tout le monde dans les années 2011, c'est-à-dire que le patient, enfin le propriétaire du DMP, il peut masquer certains documents. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé autorisé à accéder au DMP du patient, eh bien, il a des documents qui ne sont pas visibles pour lui. Donc ça, c'est le masquage. Et puis, il y a le masquage du masquage, puisque, en fait, il ne sait même pas qu'il n'a pas tous les documents. Donc ça, c'est conservé. Mais, honnêtement, alors que c'était très irritant pour les syndicats de médecins généralistes, à une époque, ça a été relativement mieux accepté. Premièrement, parce que je pense qu'ils ont compris que le patient, il leur disait pas tout, même de vive voix, et que donc, dans le DMP, ils pouvaient garder cette même volonté de bien dire. Et deuxièmement, les urgentistes nous ont dit, nous, notre problème, c'est plutôt le démasquage. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, c'est comme si tous les DMP étaient masqués, puisqu'on n'a rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui se démasquent pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose pour prendre en charge au mieux les patients qui arrivent. Donc, cette idée de plutôt ces démasquages qui nous intéresse, je trouvais que c'était assez joli. Et donc, de toute manière, c'était mieux accepté. Et puis, quand on voit sur les 600 et quelques mille de DMP qui sont aujourd'hui ouverts, combien il y en a qui ont des documents masqués, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà, donc, tout le monde finalement a accepté le fait que c'était bon de patients masqués et accepté le fait que finalement, c'était pas forcément non négociable comme ça. Et puis, il y a un journal des accès qui est accessible au patient et à son médecin traitant, c'est-à-dire que le patient, il sait qui a eu accès à son dossier médical partagé, il sait qui a eu accès, quelles ont été les actions réalisées, de l'ajout, de la lecture, de la modification, à quelle date, donc il sait tout ça. Donc toujours dans ce côté de patient acteur de sa profession. Alors, c'est dégueulasse, on ne voit pas trop bien. Voilà l'historique des remboursements. C'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez le jour de la délivrance, le libellé, la DCI. Donc on a en fait tous les traitements, tous les médicaments qui ont été remboursés pour le patient. Donc si le médecin traitant, il voit qu'il y a des médicaments en plus et qu'il n'a pas la connaissance qu'un autre spécialiste est dans la boucle de la prise en charge
mais qu'il a aussi prescrit, etc. Donc ça permet aux médecins traitants, et d'ailleurs à tous les médecins, d'avoir une vision un peu globalisée de l'ensemble des médicaments qui ont été remboursés pour le patient. Donc a priori, peut-être prescrits et donc pris. Ça peut aussi donner cette historique de remboursement une aide de diagnostic, parce que effectivement, si le patient il a pris, en tout cas il a acheté, on lui a remboursé de la metformine, peut-être qu'il a un diabète. Et s'il a du Crestor, peut-être que, et donc en fait, par exemple pour les urgentistes, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce type d'information. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc 576 052 DMP. Alors juste, je précise, aujourd'hui le DMP ne peut être ouvert que pour les donnants droit de l'assurance maladie. Donc ça ne fait pas 66 millions de gens. C'est-à-dire que tout ce qui est ayant droit, c'est-à-dire les enfants de moins de 16 ans et les femmes qui sont sous le régime de leur mari, qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir de DMP. Bon, c'est pas beaucoup. Je vous ai mis en Aquitaine 77 000. Voilà. Et puis, je vous ai mis aussi la carte avec le nombre de DMP ouverts dans les différents établissements. Je vous ai mis aussi le lien si vous voulez aller vous amuser. Alors, qu'est-ce que c'est que le DMP? Parce qu'on a entendu, c'est-à-dire que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui le connaissent le moins, ceux qui ne l'ont jamais utilisé, mais qui ont un a priori bien fort et bien dur sur le sujet. Alors d'abord, ce n'est pas un dossier médical en plus de celui du médecin, c'est juste celui du médecin qui va déposer, normalement avec une perméabilité claire, des éléments d'information. Alors, ça ne se substitue pas, parce qu'on a quand même entendu Claude Deschères dire « Ah non, ça nous en fait encore un autre, on a déjà bien. » Non, ça ne se substitue pas au dossier patient informatisé du médecin de ville ou de l'hôpital, ça ne se substitue pas. C'est juste une espèce de verrue à l'outil de travail des professionnels de santé et qui finalement est en communication fluide avec leur outil de travail. Donc, un exemple, voilà comment ça marche. Donc ici, je suis le docteur, voilà, j'ai ma consultation du jour et je vois que j'ai des patients qui sont prévus avec ici des étiquettes. Quand il y a une petite étiquette DMP vert, ça veut dire que le patient il a un DMP et que je suis autorisé à y accéder. Quand c'est gris, il a un DMP et je ne suis pas autorisé à lui accéder. Et puis quand c'est rien, il n'a pas de DMP. Donc il y a un certain nombre d'informations ici qui donnent les actualités pour les patients, des nouveaux comptes rendus avec des résultats anormaux pour certains patients qui sont arrivés dans des DMP ou par messagerie sécurisée. C'est comme ça que effectivement ça existe. Donc là, on voit sur un patient, on a la liste des documents qui constituent son dossier, pareil, avec les étiquettes, j'ai accès, j'ai pas accès. À nouveau, soit les documents sont textuels, et donc c'est un premier niveau d'interopérabilité, c'est du texte, il faut le lire. Soit les documents sont structurés, codés, c'est facile avec les comptes rendus biologie médicale puisqu'ils sont nativement produits, structurés et parfois codés. Et donc à partir de là, on peut exploiter, c'est-à-dire faire des cours, faire un focus sur une fenêtre temporelle, donner la valeur la plus péjorative, etc. Voilà, donc ça c'est la vision patient, puisque le patient a accès à son DMP via une plateforme, un site web, et on travaille sur le fait d'avoir accès via une appli. Donc voilà. Donc voilà le DMP rapidement, avec, si vous avez des questions, je répondrai. Je continue plus vite sur les programmes nationaux. Le programme PERPA, c'est les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Donc là, vous avez les statistiques sur les plus de 75 ans. Le fait qu'ils sont pris en charge par beaucoup d'intervenants, que ces intervenants ne travaillent pas forcément ensemble, et qu'il faut leur donner les moyens de communiquer, collaborer, pour garantir la continuité des soins. Donc en fait, les outils, c'est la messagerie sécurisée, le DMP et le PPS au sens programme personnalisé de santé qui est écrit à plusieurs mains pour justement faire poser une organisation structurée de la prise en charge. Voilà, donc il y a un certain nombre de régions, donc il y a une première vague en septembre 2013 avec 5 régions qui ont eu un financement PERPA, puis une deuxième vague en janvier 2014 avec 4 nouvelles régions qui ont eu un financement PERPA, et puis maintenant on a déclaré en 2015 que la phase était opérationnelle avec donc généralisation et extension en 2016 à l'ensemble des territoires. Bon, ça j'ai mis un petit document Aquitaine qui est très bien fait puisque Aquitaine fait partie de PERPA. Ensuite le programme TSN, donc Aquitaine fait aussi partie
c'est fait exprès, j'ai envie de dire, pour garder finalement les habitudes. Donc, en gros, le médecin ici, il va imprimer son ordonnance avec un QR code. Le patient va pouvoir aller dans n'importe quelle pharmacie avec son ordonnance et son QR code. Le pharmacien, il va scanner le QR code et il aura les données de la prescription. Il va après remettre l'ordonnance et les médicaments au patient et en même temps envoyer à l'assurance maladie ce qui aura été dispensé par sa feuille de soins électronique. Donc ça, c'est pour lutter contre la fraude et aller vers la dématérialisation complète de la prescription. Alors, les objets connectés, donc un petit focus. Donc, en gros, bon, c'est tous. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est juste les travaux de la D6 dans cette activité-là. Donc, en fait, dans le cadre du Conseil national de l'industrie qui s'est créé en 2013 et qui est présidé par le Premier ministre, il y a eu une volonté de structurer par filière l'ensemble des travaux qui étaient en cours, ceci afin de déterminer quelles sont les actions spécifiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'industrie française dans la stratégie de compétition mondiale. Donc il y a eu 13 comités stratégiques de filière qui ont été identifiés, dont celui de santé, et à l'intérieur de ce conseil, ce comité stratégique de filière santé, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Le principe, c'est de travailler main dans la main entre l'État, on va dire, qui soit représenté par le ministère de la Santé ou le ministère de l'Industrie, et les industries. Et il y a eu l'obligation, avec un engagement réciproque entre l'État et les industriels, pour mettre en œuvre ce qui aura été décidé. Alors, il y a un groupe de travail actuellement, qui est le groupe de travail numéro 28, qui travaille sur les objets connectés et les applis mobiles. Donc, vous voyez, là, je vous en ai mis quelques-unes que vous connaissez sûrement. Donc, ça, c'est la lentille avec un accord entre Google et Sanofi pour détecter la glycémie avec les larmes. Ça, c'est un otoscope numérique. Ça, c'est l'ambition Google de mettre avec les Google Glass les paramètres, les constantes vitales du patient en temps réel au fur et à mesure de la chirurgie. Et alors ça, c'est un truc incroyable. Détection du cancer via un smartphone, donc avec la panoplie des mutations d'origine. Donc en gros, bon après, on va revenir là-dessus, mais bon. Donc justement, devant ce foisonnement d'applis, d'objets connectés, etc., il y a eu quand même une espèce d'inquiétude au niveau du ministère. Et donc le titre de ce groupe de travail numéro 28, c'est créer les conditions d'un développement vertueux des objets connectés et des applications mobiles en santé. Donc puisque cette santé connectée, en fait, c'est quelque chose d'exponentiel au niveau du développement, avec plus de 160 000 apps sur les stores, que c'est un marché finalement hétérogène, avec des usages quand même qui tardent à venir, que c'est un marché fractionné, qu'on s'interroge quand même sur le fait que tous ces trucs-là, est-ce que c'est des gadgets ou est-ce que ça a une vraie valeur? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc, les travaux du groupe de travail 28 visent à essayer de commencer à amorcer un début de réponse à cette question, sachant que finalement, on a un peu cerné le périmètre en disant nous, on va s'intéresser à la protection des consommateurs, ça paraît nécessaire et légitime d'un point de vue du ministère. C'est en fait comment on va pouvoir garantir la fiabilité médicale de ces dispositifs, comment est-ce qu'on va garantir la protection des données et comment est-ce qu'on va garantir la cybersécurité. Donc là, je vous ai mis le lien vers un article qui fait bien la synthèse de tout ça et qui marque bien en titre « Santé connectée, un marché en quête de crédibilité ». Alors, dans les travaux de ce groupe 28, là, on a fait un état des lieux législatif pour savoir qu'est-ce qui existait. Donc à l'international, il y a une norme, mais cette norme, finalement, c'est une norme qui va garantir la qualité du processus et pas la qualité du résultat. Donc en gros, on va voir le processus de production d'un dispositif médical, quelle que soit sa classe, puis on va dire, c'est fait comme ils disent qu'ils vont faire, mais bon, le résultat n'est pas évalué. À l'échelle européenne, il y a le marquage CE, qui finalement va garantir la fiabilité médicale, mais pas tout à fait, seulement pour les dispositifs médicaux. Il y a une proposition de règlement européen sur les dispositifs médicaux qui embarque un certain nombre de notions. Il y a
règlement européen sur la protection des données qui devrait être publié cette année et qui est beaucoup plus exigeant par rapport au périmètre de la définition des données de santé. Et puis il y a eu un code de bonne conduite des industriels européens, des industriels qui se sont mis d'accord ensemble pour dire voilà, on va s'appliquer des règles pour fabriquer des solutions qui ont des caractéristiques de qualité par rapport à la cybersécurité. Puis à l'échelle nationale, il n'y a pas grand-chose, il y a juste des recommandations d'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais qui ne sont pas spécifiques de la santé. Non. Ah, bon, ben, je vais finir en 3 minutes, en 2 minutes. Hein. Voilà, donc l'évaluation des objets connectés et des applis, il y a des gens qui s'y intéressent, DMD Santé qui propose un MS Quality, il y a Medacare qui propose aussi d'évaluer les applis. Il y a les associations de consommateurs aussi qui évaluent. Alors chacun évalue avec sa propre grille, hein, c'est pas la même, c'est pas grave. La preuve, c'est qu'on ne trouve pas les meilleurs applis, ne sont pas les mêmes avec les différentes approches. Ensuite, il y a le baromètre Vidal qui interroge un panel de 1500 ou 1300 médecins tous les ans pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les applis. Donc, est-ce qu'ils utilisent des applis médicales? Oui. Est-ce qu'ils conseillent des applis médicales? Plutôt non à leurs patients. Ensuite, quelles applications ils conseillent? Plutôt du suivi de la glycémie, diabète. Est-ce qu'il y a des types de patients à qui ils conseillent versus des types de patients à qui ils ne conseillent pas? Oui, ils conseillent aux technophiles, mais finalement, les vieux, les retraités, on ne sait pas. Ensuite, petit mot en passant sur, effectivement, on ne travaille pas tout seul au niveau de la France, au niveau du ministère, sur les SI de santé. Hein. Il y a bien sûr des relations étroites avec l'Europe. Et on essaye de ne pas faire contraire et de ne pas réinventer et de participer, d'avoir vraiment une partie active au niveau des décisions qui se passent au niveau de l'Europe. Conclusion, je pense que